de la Poste du Maroc, dont il en a piloté la création. Donc, Monsieur El Moussaoui, pardon, a une solide expérience de plus de 33 ans maintenant en management et en gestion de projet dans le secteur de la finance, de la banque, et du coup, ce qui lui permet d'avoir une bonne connaissance transverse donc, des activités bancaires. Nous avons également Monsieur Driss Akwachar, donc, qui est le directeur régional chez Mastercard, pardon. Donc, il dirige donc, des activités pour le segment public de Mastercard, notamment sur le marché de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique subsaharienne. Donc, il a sous sa direction quand même 23 marchés. Donc, il exerce dans plusieurs pays de l'Afrique francophone, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique de l'Ouest. Donc, on a le Maroc, l'Algérie, la Libye, la Côte d'Ivoire, la Tunisie, la Mauritanie, la RDC, le Sénégal, le Gabon et le Mali. Donc, ça lui fait une vision vraiment, on va dire, presque 360 de toutes les problématiques que l'Afrique peut rencontrer vis-à-vis de l'inclusion financière. Donc, son rôle consiste à aligner les produits, les services et les capacités de Mastercard afin, bien sûr, de répondre aux défis auxquels les clients gouvernementaux sont confrontés, notamment dans le domaine de l'inclusion financière. Merci, Monsieur Drissa Kouachar, pour votre présence. Et enfin, nous avons Monsieur Christian Zombré, qui est actuellement secrétaire général de la Poste donc du Burkina Faso. Et au sein de cette institution, il est également administrateur des services postaux et financiers. Donc, il exerce dans cette institution maintenant depuis plus de 25 ans, donc une solide expérience puisqu'il a exercé également le métier de directeur régional et également de directeur de secteur. Et sinon, donc, il est économiste de formation. Pour rappel, n'oubliez pas, donc d'ailleurs ça tombe bien puisque Monsieur Zombré, qui institue au sein de la Poste du Burkina Faso, sera notre pays d'hôte, d'accord, pour l'Africa Postal Forum et j'en suis sûre qu'ils vont nous réserver vraiment un accueil chaleureux. Donc retenez bien ces dates, hein, c'est le 3, 4 et 5 décembre à Ouagadougou. Donc n'hésitez pas vraiment à y participer puisque à travers donc ce forum, vous allez avoir vraiment des partages de connaissances, de partages de bonnes pratiques. Vous allez pouvoir vraiment poser des questions afin que vraiment il puisse ressortir de ces 3 journées vraiment de belles solutions afin que les postes africaines deviennent un allié stratégique pour l'Afrique de demain et même pour l'Afrique d'aujourd'hui et surtout pour la population et également pour les gouvernements. Donc, sans plus tarder, comme je vous l'ai dit, on va partager sur le thème allié stratégique de l'inclusion financière. Donc, la Poste africaine, comme vous pouvez le savoir, a toujours eu un rôle clé dans le développement économique et social sur le continent. Aujourd'hui, elle fait face aux enjeux de l'inclusion financière et elle se positionne comme un acteur stratégique pour démocratiser l'accès aux services financiers. Donc, avec une infrastructure, puisqu'elle a des infrastructures étendues et une proximité unique avec les populations non bancarisées, donc les postes africaines sont vraiment bien placées pour relever le défi de l'inclusion financière et ainsi favoriser une croissance économique durable. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, pour la première question, je vais interpeller Monsieur El Moussaoui. Et Monsieur Adira également apportera également son expertise et sa vision par rapport à cette première question. Comment, d'après vous, les postes africaines peuvent-elles faciliter l'accès aux services financiers pour les populations non bancarisées? Monsieur El Moussaoui, je vous écoute. Merci. D'abord, ravi de participer à ce webinaire sur le rôle des postes dans le développement de l'inclusion financière. Peut-être avant de répondre directement à la question, c'est important de rappeler c'est quoi l'inclusion financière et quel est l'intérêt avant de répondre directement à la question. D'abord, l'inclusion financière, c'est, on va dire, toutes les mesures et les initiatives qui permettent d'inclure des personnes qui n'avaient pas la possibilité d'accéder aux services financiers traditionnels. Et également, c'est important de rappeler que l'inclusion financière fait partie des objectifs de développement durable des Nations Unies, avec l'inclusion sociale, numérique, ainsi de suite. Et ce sont des éléments importants qui ils sont là pour promouvoir la stabilité et le développement économique et social au sein des différents pays.
Donc, c'est un enjeu important et surtout pour les pays en développement. Et on sait tous que le niveau d'accès aux services financiers dans les pays en développement et notamment en Afrique, il est à des niveaux relativement bas. Et donc, c'est un enjeu important et crucial pour les pouvoirs publics. Alors, pourquoi la Poste? D'abord, la Poste, comme vous l'avez introduit, d'abord, il dispose des atouts importants. Quels sont ces atouts-là? D'abord, le réseau, la présence. La Poste, tenant compte de ses missions, on va dire, de service public universel, service postal universel historique, et il était amené à être présente un peu partout, c'est-à-dire qu'il a une mission de couverture territoriale au niveau de chaque pays. Donc, il a cette proximité auprès des populations et surtout auprès des populations qui sont la cible, on va dire, prioritaire de l'inclusion financière, surtout dans le monde rural, dans les périurbains, là où, on va dire, le niveau d'accès aux services financiers est relativement faible. Donc, il a cet atout-là. Deuxième élément, il a quand même une certaine confiance auprès de la population. Les citoyens dans chaque pays, l'accès à un bureau de poste est tout à fait naturel, hein. Donc, ils accèdent, il y a une facilité d'accès au niveau on va dire, des bureaux de poste. Troisième élément, c'est un acteur, généralement c'est un acteur public, et il peut accompagner les politiques publiques dans le développement de l'inclusion financière. Alors, comment il peut réussir? C'est-à-dire, quelles sont les conditions, les prérequis? D'abord, il doit disposer des offres. Alors, il y a plusieurs modèles qui permettent d'offrir ces services-là. D'abord, soit qu'il dispose des capacités en interne pour développer les services financiers, ou si ce n'est pas le cas, bah, il peut s'appuyer sur des partenariats avec des acteurs qui offrent ces services-là. Et moyennant ces partenariats-là, il peut offrir à travers son réseau, et bien entendu, après on parlera de digital, parce qu'il peut offrir également il peut offrir des services à travers les canaux digitaux. Et donc, il peut s'appuyer sur ces partenariats-là pour offrir des services financés sur mesure pour répondre aux besoins de la population. Donc, voilà brièvement, mais je pense qu'on aura le temps de développer davantage ces aspects-là. Merci, Monsieur El Moussaoui. Monsieur Aïdira, si vous souhaitez rajouter, s'il vous plaît, une note à ce que Monsieur et compléter à ce que Monsieur El Moussaoui vient de nous stipuler. Micro, je pense qu'il y a... Oui, Ah, désolé. J'espère que vous m'entendez. Merci Bien. beaucoup, Madame Sylvie. Moi, c'est Aïdra Ibrahima, comme vous l'avez dit, je suis le PDG de la Poste du Mali. Effectivement, en complément de ce que M. El Moussaoui vient de dire, c'est très important qu'il ait rappelé la définition de l'inclusion financière. Parce que, comme vous le savez, chez nous, particulièrement, est assez grande et les réalités ne sont pas pareilles. Et donc, si je prends particulièrement la zone de l'Afrique de l'Ouest, vous avez, par exemple, du côté de moi, vous avez des pays comme le Mali qui ont à peu près 20 à 22% de taux de bancarisation. Donc, vous comprenez naturellement que l'inclusion financière est un enjeu pour nos autorités. Et les postes, en fait, ça a été rappelé, nous avons d'abord ce rôle de service public et d'obligation de service public, permettre aux citoyens d'accéder aux services postaux. Et moi, ma compréhension des choses, c'est que les services postaux sont, la poste, c'est d'abord le prolongement des services publics au niveau de l'administration, au niveau du pays, mais c'est aussi le premier accès des citoyens aux services publics. Et donc, c'est ce principe en fait d'égalité et d'équité que l'État veut créer au niveau de nos pays, que nous avons aussi, l'État doit permettre à chacun des citoyens de pouvoir accéder aux services financiers, accéder à tout ce qui est services bancaires finalement. Et ça, c'est à travers justement les postes que ces genres d'initiatives peuvent prospérer. Parce que d'abord, nous avons cette proximité avec les citoyens. Ensuite, nous avons une couverture territoriale. Je prends le cas du Mali, où c'est pratiquement sûr dans beaucoup de pays africains, c'est que nous avons un réseau physique beaucoup plus large
que n'importe quelle banque de structure à réseau, par exemple, au Mali, que ce soit les banques ou autres. Et donc, en fait, cet avantage, en fait, nous confère la possibilité de fournir des services aux citoyens et dans les meilleures conditions et à des coûts relativement bas. Et aujourd'hui, le numérique, en fait, renforce cet état de fait. Et aujourd'hui, grâce au numérique, nous pouvons développer des solutions financières assez agiles, assez accessibles, permettant aux citoyens de pouvoir faire certaines opérations, comme par exemple des dépôts, des retraits, de l'épargne, mais aussi jouer un rôle de sensibilisateur et d'éducateur pour le compte de l'État. Parce que derrière tout ça, il faut savoir aussi que c'est la question de l'éducation de la population. Et donc, les bureaux de poste aujourd'hui peuvent servir de centre justement d'accueil et de formation des citoyens à l'usage du numérique et donc à l'accès à ces différents services financiers. Et donc, peut-être qu'on parlera du partenariat, mais ce qui est extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui, la proximité des bureaux de la poste avec les citoyens, l'étendue du réseau postal, la capacité de la poste à offrir des services pour le compte de tiers sont des atouts nécessaires et des atouts indispensables, d'ailleurs, je dirais, pour faciliter un plus grand accès aux citoyens aux services financiers. Et comme ça le dit, l'inclusion financière n'est autre chose que la capacité des citoyens à accéder aux services financiers classiques. Et donc, à travers le réseau postal, je pense que cette possibilité s'offre aujourd'hui à nos concitoyens. Donc, peut-être pour le rôle qu'on peut jouer, les postes peuvent jouer aujourd'hui à ce niveau-là, je dirais que c'est la capacité non seulement de s'adapter aux besoins des concitoyens, en tout cas sur le plan, l'extension des services financiers sur le territoire national à travers des partenariats stratégiques et avec par exemple des banques, mais aussi les opérateurs télécoms, mais aussi la capacité d'accueil, de sensibilisation et d'éducation du citoyen à ces nouveaux usages. Voilà un peu ce que je pouvais rajouter au propos de M. Moussaoui. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vais également demander à Monsieur Zombré également d'apporter également son expertise par rapport à cette question, comment les postes africaines, puisqu'effectivement Monsieur El Moussaoui a eu la gentillesse de nous rappeler ce qu'a été l'inclusion financière, et justement donc comment les postes africaines avec les différentes problématiques en fonction des pays, comment les postes africaines peuvent-elles faciliter l'accès aux services, puisqu'effectivement elle a un réseau très étendu de ce que nous pouvons comprendre à travers ces réseaux, son impact physique des bureaux de poste, mais comment faire justement pour faire en sorte que ces concitoyens-là puissent mettre les pieds dans des bureaux de poste ou dans des villages éventuellement reculés. Comment la poste peut faire pour impacter cette population et les toucher? Votre micro, Monsieur Zombré. Ok, merci madame. Et je voudrais donc ajouter à ce que mes prédécesseurs ont déjà dit et en rapport à votre question. Et je voulais aussi apporter ma contribution. Mais permettez-moi bien avant de remercier One Africa pour cette belle initiative qui nous permet de partager. Et revenant à votre question, je voulais dire que dans chaque pays, et les opérateurs postaux doivent se poser des bonnes questions par rapport à l'inclusion financière. Par exemple, quels sont les acteurs sociaux et quels sont les acteurs économiques qui sont exclus du système bancaire classique dans chaque pays? Pourquoi en sont-ils exclus? Est-ce parce que le réseau du système bancaire ne couvre pas leur zone de résidence? Est-ce parce que les tarifs et les conditions d'ouverture des comptes ne sont pas accessibles à leur bourse? Est-ce parce que l'offre de services financiers n'est pas adaptée à leur situation? Ou est-ce tout simplement une méconnaissance des produits financiers qui existent sur le marché? Alors, ces questions devraient amener chaque opérateur postal à des réflexions, à des analyses et allant dans le sens de répondre, comme votre question l'a si bien dit, de répondre en sorte que ces acteurs qui sont un peu marginalisés du système bancaire puissent
et être inclus dans la dynamique des services financiers. Alors, je dirais tout simplement que cela conduit certains à revoir leur façon de faire. Par exemple, au Burkina Faso, nous avons été réconfortés dans notre dynamique de développement du réseau et en y ajoutant le volet numérique par le biais de la banque en ligne, en sorte que même dans les localités reculées, quelqu'un puisse accéder aux services financiers via le réseau de télécommunications. Et également le déploiement du réseau des agences et des guichets rattachés qui sont beaucoup plus adaptés à la situation de ces et composantes sociales qui ne sont pas incluses du système bancaire. Mais il y a également la stratégie de communication et comment revoir notre approche au niveau commercial, au niveau communication institutionnelle, de manière à toucher ces acteurs-là qui, bien sûr, n'étaient pas concernés dans le système ou dans les méthodes de publicité antérieurs, tels que les spots en français, alors que beaucoup ne sont pas alphabétisés, ne comprennent pas le français. Alors, autant de mesures qu'on trouve quand on se pose les bonnes questions et de manière à améliorer l'inclusion financière des populations. Merci. Merci, Monsieur Zombré, pour votre rapport. Donc, effectivement, si nous comprenons bien cette facilitation, en tout cas pour pouvoir vraiment accéder à ces populations, cet accès ne peut pas se faire sans partenariat. C'est ça, de ce que je comprends bien. Donc, obligatoirement, il faut effectivement des partenariats. Il faut que le gouvernement également soit participant de ces actions et également les associations. Voilà pour en résumer la chose. Je vais justement interpeller également monsieur Aquachar. Là, c'est vraiment une question. D'après vous, monsieur Aquachar, quel type, effectivement, vous avez la vision, on va dire, plutôt en hauteur, puisque vous êtes, on peut vous considérer comme un partenaire également des postes africaines. Pour vous, quel rôle les innovations numériques et les nouvelles technologies, Monsieur Zombré on a touché quelques mots tout à l'heure, et les nouvelles technologies peuvent-elles jouer dans la transformation des services financiers postaux? Parfait. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour l'invitation à ce panel. Je suis ravi d'être parmi vous. Euh, D'abord, je tiens à dire que je m'inscris pleinement dans ce qu'ont dit mes chers collègues, dans le sens où l'inclusion financière est un enjeu majeur et la Poste est clairement, sans aucun doute, un levier important pour l'accélérer, de par sa ramification au niveau des territoires respectifs dans les pays, de par sa proximité aux citoyens, de par sa nature d'être intégré aux grandes initiatives gouvernementales de l'État, souvent avec le ministère de l'économie et des finances. Écoutez, aujourd'hui, en tant que, on va dire que géant technologique mondial, on a une très forte expérience de travail et de partenariat avec les postes, pas uniquement en Afrique, mais à travers le monde entier. Et nous avons d'ailleurs, à ce titre, étant donné l'importance stratégique que revêt la Poste, créé un segment dédié. Nous avons, comme vous le savez, toute une équipe gouvernementale qui gère les projets, les partenariats avec les gouvernements, dont je fais partie au niveau de la région. Mais nous sommes allés au-delà de ça, nous avons un travail dédié au poste. Et donc, aujourd'hui, ce que je peux vous dire pour répondre directement à votre question, c'est que notre constat aujourd'hui, c'est que les postes sont à un niveau de maturité différent en termes de développement et d'avancement. On constate qu'il y a une sorte de granularité, en tout cas au niveau de la région, en termes de développement. Il y a des postes qui sont extrêmement avancés, bien outillés d'un point de vue technologique, d'autres qui sont encore, on va dire, dans les services et métiers traditionnels,
qu'est le courrier, le colis et d'autres services, et la partie de paiement, etc. On va dire qu'il y a un léger retard au niveau de certaines postes. Alors après, il y a eu des accélérateurs. Un des accélérateurs majeurs a été la pandémie du Covid 2020. Pourquoi? Pour une raison qui est très très simple, c'est que les postes étant traditionnellement à travers la région très dépendants de la partie courrier, colis, services aux citoyens, avec le Covid, il y a eu une diminution, on va dire, des revenus traditionnels. Il y a eu une concurrence beaucoup plus accrue des acteurs digitaux, notamment tout ce qui est commerce électronique. Et les postes, quelque part, se sont vus confrontés à une double réalité, qui est le manque de capacité digitale aujourd'hui pour un certain nombre de postes au niveau de la région, mais également une attente des consommateurs de ce point de vue-là qui était de plus en plus forte et de plus en plus grande. Ce qui fait aujourd'hui que les postes ont un réel besoin de s'adapter, s'adaptent, font un effort, la quasi-majorité des postes aujourd'hui de la région ont un plan pour diversifier les revenus, monter en charge en tout ce qui est services financiers, notamment les services financiers digitaux, et nous le voyons, et en tant que partenaire, nous sommes là, nous sommes à l'écoute, nous travaillons avec plusieurs postes. Je donnerai peut-être plusieurs exemples beaucoup plus concrets après, mais je ne voudrais pas empiéter sur la suite de la discussion et dire comment est-ce qu'on pourrait travailler avec les postes. Mais en tout cas, voici un peu, si vous voulez, le panorama que nous voyons. Dernier point, étant donné que c'est un panel directement concernant l'inclusion financière, le chiffre qui a été présenté est juste au niveau de la région. On a des taux d'inclusion financière et de bancarisation qui varient de 20% jusqu'à, dans le meilleur des cas, 40% de la population. Et la Poste, étant donné qu'elle a déjà, d'ores et déjà, dans ses bases de données, un nombre de citoyens qui est accru, la Poste est clairement un acteur stratégique pour driver vers l'avant cette inclusion financière au niveau du continent et de la sous-région. Merci, Monsieur Akwacha. Je vais interpeller Monsieur El Moussaoui. Par rapport justement à ces chiffres qui ont été annoncés, effectivement, qui sont très variables, c'est-à-dire à peu près 20% de personnes qui sont, on va dire, bancarisées. Par rapport à votre expérience, puisque vous avez joué un rôle clé, on va dire, entre guillemets, dans la scission, pour la création en tout cas de la banque postale dite marocaine, d'Al-Barid Bank, comment justement avez-vous procédé pour également capter cette population qui était non bancarisée? Quelles ont été les bonnes pratiques de la poste marocaine pour pouvoir éventuellement augmenter le nombre de personnes bancarisées et augmenter l'inclusion financière? Eh bien, alors, peut-être un petit rappel au niveau de la poste marocaine, le développement des services financiers n'a pas attendu la création de la banque postale. On avait déjà au sein de la Poste, on va dire, un niveau relativement bon des services financiers au sein de la Poste. Sauf que ici, le cas pour l'ensemble des postes au niveau mondial et au niveau africain spécifiquement, les services financiers au sein de la Poste, ils ne font que l'activité, généralement, ils n'offrent que l'activité de compte, d'épargne et l'activité paiement. On n'offre pas l'activité crédit. Et donc, pas mal on va dire, de clients, on les recrute, et lorsqu'il a un besoin de crédit, il part ailleurs, part dans les banques. Donc, faire de la transformation pour adresser tous les besoins de la population était important. Donc, il faut tout le périmètre des services financiers. Et je rappelle que lorsqu'on parle de l'inclusion financière, ça couvre l'ensemble des besoins, des besoins de base, un compte de bancaire ou de paiement, l'épargne. Ça couvre le crédit, la banque assurance et j'en passe. Donc, et les paiements, bien entendu. Donc, la création de la banque postale marocaine était effectivement dans un objectif. Il y avait deux objectifs essentiellement.
l'objectif de l'inclusion financière, le développement de la bancarisation, et ça, c'est un objectif, on va dire, alors, à l'échelle nationale, parce qu'il était porté par les pouvoirs publics. Et il y a également un objectif de pérennisation de la Poste, parce que le modèle de la Poste, c'est le cas en Afrique et ailleurs dans le monde, connaît des transformations majeures avec la baisse du courrier, qui est le métier historique de la Poste. Et donc, pour pérenniser la Poste, pour trouver, on va dire, des revenus alternatifs, développer d'autres revenus, on avait besoin de la transformer. Et les services financiers étaient un levier de transformation pour pérenniser la Poste et générer des revenus. Alors, pour répondre directement à votre question, d'abord, on a étendu et complété l'offre des services financiers pour répondre aux besoins des citoyens. Chaque citoyen n'a pas les mêmes besoins que d'autres, donc il faut répondre à chaque besoin. Deuxième élément, il ne faut pas oublier que pour répondre à ces besoins, il faut également un levier d'éducation financière. Il faut accompagner les citoyens par l'éducation financière. Les gens ne connaissent pas forcément, n'ont pas la culture des services financiers. Et donc, ils n'ont pas les cultures. Quelquefois, ils sont, on va dire, réticents à accéder aux services financiers. Donc, il y a un travail important d'éducation financière. Et ça, c'est un levier très important sur lequel on a investi énormément, on va dire, en interne, pour accompagner nos citoyens. Troisième volet, il y a la transformation, enfin, la conduite de changement en interne. La transformation, on l'a fait en grande partie grâce au personnel de la Poste, qui était dans les services financiers. Et pour faire évoluer leur, on va dire, culture, enfin, il y a un travail important de conduite de changement pour justement qu'elle joue ce rôle de, on va dire, entre guillemets, d'un banquier. Donc, il y a un travail important qui a été fait à ce niveau-là. Troisième volet important, et ça c'est stratégique et ça a été rappelé par quelques personnes, dès le départ, pour permettre une accessibilité, le volet tarifaire était important. Stratégiquement, on a dit dès le départ, la Banque postale doit être la moins chère sur le marché. Justement, parce qu'on cible des populations qui sont à des revenus modestes ou irréguliers. Donc, ils n'ont pas la capacité de payer des frais élevés. Donc, c'est des frais accessibles. Et ça pose la problématique du modèle, c'est-à-dire offrir des services de qualité à moindre coût. C'est important, c'est une équation qui est importante, d'où l'importance de la technologie. Et ça, dès le départ, au niveau d'Al-Barid Bank, on était conscient que le digital, l'industrialisation des process était un prérequis, enfin, un must-have, c'est quelque chose d'important pour qu'on puisse, on va dire, installer un modèle au moins équilibré et rentable pour réaliser ces objectifs. Après, il y avait la transformation digitale qui a, on va dire, facilité également l'évolution technologique, qui a facilité également ces objectifs-là. Et on a déployé, à côté on va dire, du réseau physique des agences, on a déployé les canaux digitaux. On a beaucoup investi sur les canaux digitaux, sur le mobile, sur l'Internet banking, sur les guichets automatiques. On a développé pas mal de services sur ces guichets automatiques. Et aujourd'hui, je peux vous dire que, à titre d'illustration, on a pratiquement plus de 40% des transactions faites par nos clients se font via le mobile, transactions financières, ce qui est quand même très important. Voilà. Merci, Monsieur El Moussaoui. Monsieur Aïdira, vous qui justement êtes directeur général de la Poste du Mali, vous êtes actuellement dans une conduite également du changement auprès de cette institution où également vous allez, vous incluez même déjà le numérique.
comment vous procédez pour que justement ce numérique-là, hein, puisqu'il y a également toutes ces problématiques d'accessibilité au numérique auprès de la population, comment vous pensez justement que la Poste peut faire en sorte que ces populations qui sont exclues du système bancaire et qui manquent également d'éducation financière, comment le numérique peut jouer ce rôle-là pour eux et comment également la Poste peut jouer un rôle clé hein, dans l'accessibilité aussi au numérique afin que l'inclusion financière puisse augmenter au sein de ces populations. Merci beaucoup, Mme Sylvie. Effectivement, au niveau du Mali, il faut savoir en fait que le Mali est un cas particulier. C'est un cas particulier du fait que nous avons subi en tout cas, je serai en pleine face, si vous me permettez l'expression, le plan d'ajustement structurel de la Banque mondiale, qui nous a amené en fait à la base à nous débarrasser des services financiers postaux, mais aussi des services télécoms. Et donc, vous comprenez que le Mali et la Côte d'Ivoire, en fait, c'est un peu similaire. Et quand d'autres pays comme le Burkina, etc., ont vu que cette situation a fait beaucoup de mal à nos postes, à nous, ben, ces pays n'ont pas voulu accéder justement à cela. Et donc, le Mali, pendant des années, n'a fonctionné que sur du courrier. D'ailleurs, si vous regardez un peu en Afrique, le Mali fait partie des rares. Ah, Oui. Oui, d'accord, c'est bon. Et la plupart des postes, c'est surtout sur la base des services financiers. Donc, vous comprenez naturellement que nous avons un grand défi devant nous. Et moi, personnellement, je suis du domaine du numérique et j'ai surtout travaillé sur des projets stratégiques dans le domaine du numérique. Et donc, pour moi, il était essentiel de mettre le numérique au cœur de la transformation de la poste malienne. Parce que l'idée, c'est pas seulement de transformer, mais c'est carrément de relancer cette institution postale qui est extrêmement importante. Et pour nous, nous avons en fait usé du numérique à deux niveaux. En tout cas, nous usons du numérique dans notre stratégie à deux niveaux. Le premier, c'est d'utiliser le numérique pour accélérer les services existants, pour la fourniture des services existants. Donc, accélérer les processus existants, c'est-à-dire certains processus qui sont manuels, c'est de les automatiser afin de pouvoir répondre très vite aux besoins de nos concitoyens. Le deuxième élément, c'est vraiment utiliser le numérique pour créer de nouveaux services numériques. Et donc, nous avons travaillé sur le plan juridique pour ramener déjà les services financiers au niveau de la Poste. Et ensuite, nous sommes en train de travailler sur, d'abord, la mise en place de ce qu'on appelle le guichet unique de paiement des services de l'État. Pour amener les citoyens, un petit peu amener les citoyens à user du numérique pour pouvoir déjà utiliser du numérique pour certains paiements. Aujourd'hui, au niveau du Mali, le gouvernement a adopté des textes permettant justement le paiement des services tels que des services liés aux actes administratifs, mais aussi tout ce qui est amende de contravention, permettent les paiements de ces services-là par le biais du mobile money. Et donc, aujourd'hui, la Poste malienne est en train de mettre en place une application un peu similaire aux applications de mobile money existantes sur le marché, mais dédiée en fait au paiement des services de l'État. Et donc, qui va nous amener à mettre en place des cadres de partenariat, par exemple, avec les opérateurs télécoms, pour permettre, par exemple, si l'État, pour sécuriser ces services, en tout cas ces transactions, mais aussi pour ne pas donner la possibilité, par exemple, à des opérateurs de pouvoir complètement retracer la structuration des recettes de l'État, ben, permettre, par exemple, à ces opérateurs, de demander à ces opérateurs de permettre le transfert, par exemple, de leur monnaie électronique dans le portefeuille électronique de la Poste pour permettre à un citoyen de payer des services. Pas pour faire les services classiques que les opérateurs font, parce qu'il ne s'agit pas de faire la concurrence à ces opérateurs, mais c'est de leur permettre, moyennant bien sûr un frais de transfert, pour pouvoir faire certains paiements, mais aussi de pouvoir faire autre chose. Et petit à petit, nous allons travailler en fait justement avec des institutions bancaires. Et donc nous, notre stratégie, c'est d'abord de récupérer, comme ça a été dit tout à l'heure par mon prédécesseur, M. El Moussaoui, de remettre en place d'abord les services financiers postaux au niveau de la Poste pour pouvoir mobiliser à la fois l'épargne populaire, mais aussi faire des dépôts, faire des retraits, etc. Mais aussi de mettre en place des cadres de partenariat stratégique pour permettre d'offrir d'autres services comme le crédit
à nos concitoyens partout sur le territoire national. Donc, c'est un peu ça la stratégie que nous essayons de mettre en place pour pouvoir amener. Donc, le numérique va être la base de tout cela, en mettant en place des e-agences, en développant davantage notre application pour permettre pour créer un écosystème numérique autour de tous les services que l'État pourrait offrir, en tout cas les services vendus, offerts ou concédés par l'État, et qu'on puisse justement les accéder à partir d'un point d'accès unique qu'on appelle le point d'accès au service public, qu'on appelle le guichet unique de l'administration à la poste. Donc, l'idée, c'est vraiment d'arriver, à déployer très rapidement ce guichet unique au niveau des bureaux de poste, avec un guichet unique de paiement, à travers le numérique, donc à travers tout ce qui est une application qui sera le cœur, à travers un écosystème que nous sommes en train de développer, mais aussi de sensibiliser, d'éduquer, comme je l'ai dit tantôt, nos concitoyens à l'usage de tous ces outils-là. Parce que vous savez, on a tendance à oublier qu'avant, la Poste jouait déjà ce rôle-là. Ce qu'on appelle, je ne sais pas, vous vous rappelez tous de ce qu'on appelait les écrivains publics, qui étaient des postiers à la retraite, ou des gens qui tournaient un peu autour des bureaux de poste, qui aidaient, en tout cas dans les pays dans ouest africains, qui aidaient un peu des jeunes à la recherche d'emploi ou autres à rédiger des CV, à faire un certain nombre de choses, mais de façon manuelle. Aujourd'hui, nous sommes en train, justement, dans notre stratégie, à penser à mettre en place ce qu'on appelle les écrivains publics 3.0, qui sont justement ces mêmes personnes qui seront amenées à aider justement les citoyens qui vont venir au bureau de poste, etc., à apprendre comment utiliser justement, par exemple, le portail qui va être déployé, comment utiliser les applications, comment faire pour soumettre des dossiers, etc., en ligne, et même faire des ouvertures très rapidement de comptes ou des choses comme ça, et moyennant justement des petits montants qu'ils vont percevoir justement auprès de ces citoyens. Donc voilà un peu des schémas que nous essayons de développer pour nous amener justement. L'idée, c'est de ne pas faire parce que la Poste, j'ai tendance à le rappeler, la Poste ne pourra jamais faire aussi bien la banque que la banque classique, raison pour laquelle très souvent on crée des banques postales tout en gardant les services, quelques services financiers au niveau de la Poste. Mais il est important, la Poste est un outil formidable, justement, est une chance aussi pour les institutions financières pour développer davantage leur activité, mais aussi pour l'État pour renforcer l'inclusion financière. Donc nous, c'est vraiment cette stratégie que nous essayons d'adopter pour pouvoir avancer. Donc le numérique va être la base de notre stratégie pour pouvoir très rapidement renforcer en tout cas, accélérer notre transformation au niveau de la Poste malienne. Merci beaucoup. Merci, M. Aïdira. Donc, du coup, le numérique servira et sert d'accélérateur, en fait, pour accéder à ces services financiers et surtout prôner le rôle que la Poste doit être, en fait, un acteur majeur également pour la mise à disposition des services de l'État auprès des citoyens. Et donc, ça peut être une clé d'entrée également pour les citoyens de se bancariser. Monsieur Zombré, tout à l'heure, vous nous parliez effectivement de faire en sorte que les citoyens également aient cette éducation financière, puisqu'effectivement, on parle d'inclusion financière et l'éducation financière est primordiale pour pouvoir accéder à tout type de services. Monsieur El Moussaoui nous a parlé tout à l'heure de crédit, Monsieur Aïdira aussi, d'ouverture de banque. Comment pensez-vous que la Poste, justement, peut être un acteur majeur dans tout ce qui est éducation financière auprès de ses citoyens, puisqu'elle joue également son rôle social, on va dire aussi? Merci, madame. Et donc, je voudrais dire que d'abord, le numérique, c'est le moteur de la transformation de nos services et produits et un moteur qui nous permet d'améliorer la qualité de nos prestations et de l'offre et de nos services. Et évidemment, et cela devrait être accompagné de communication à l'endroit du public, et notamment dans le volet éducation financière à l'endroit de ceux qui ne sont pas pour le moment intégrés dans le système bancaire classique. Et je m'en vais vous donner quelques exemples. Au Burkina Faso, par exemple, nous avons créé un compte d'épargne adapté aux personnes à revenus modestes.
un système, un compte d'épargne qui a permis en 5 mois seulement d'avoir des ouvertures de comptes au nombre de 6 000 qui concernaient uniquement les femmes et les jeunes. Et ça nous a permis de collecter de l'épargne qui valait 1 milliard de francs. Alors, ça veut dire que lorsque vous déroulez des actions de proximité, des sorties dans les différentes localités et dans les lieux de regroupement des populations pour apporter l'information et pour éduquer la population, et ça donne un effet. Et pour la promotion de ces produits d'épargne adaptés aux populations défavorisées, nous entreprenons des sorties en équipe et pour cela, nous recrutons des commerciaux temporaires qui sortent dans les localités, qui vont dans les foires, dans les marchés et à la rencontre de la population pour leur présenter l'offre des services postaux, les services financiers postaux et surtout ce qui est adapté à leurs conditions, à leur situation sociale. Et donc, cela permet à la Poste d'être un acteur dans l'éducation financière et, in fine, promouvoir ces services financiers qui sont offerts à la population. Je voudrais également, Madame, mentionner un autre aspect que nous avons pu mettre en projet grâce aux technologies. Et il s'agit, par exemple, d'une plateforme de mobile money, une plateforme de mobile money qui est dans le pipe et qui est en développement du fait des technologies que nous avons intégrées comme opportunité de développement de nos prestations. Il y a également une plateforme que nous avons appelée Maison du citoyen. Ça veut dire qu'au niveau des postes, nous avons en vision, et cette vision est portée par notre ministère et qui va consister à faire en sorte que la poste serve de lieu où le citoyen puisse avoir accès aux services numériques de l'État, notamment pour des commandes d'actes administratifs à partir du bureau de poste. Quand on entre dans le bureau de poste, et tout ce que le citoyen a besoin, il puisse l'avoir par le biais des technologies. Et également, nous travaillons à enrôler le maximum de clients à nos services de banque en ligne et également à la liaison de nos comptes avec le mobile money. Et parce qu'avec ce service, le client peut faire des opérations à tout moment là où il se trouve. Donc, voilà ce que je peux apporter pour le moment en attendant d'ajouter d'autres domaines. Merci. D'accord, merci beaucoup. Justement, Monsieur Aquachar, vous nous disiez qu'effectivement, votre entreprise Mastercard a pu accompagner différents gouvernements ou également services postaux pour l'inclusion financière et proposer également des moyens de paiement. Nous avons parlé effectivement de banques citoyennes, de guichets uniques pour les paiements des services de l'État. Vous, concrètement, Mastercard, quelles solutions vous apportez justement au gouvernement et du coup la Poste qui si j'ai bien compris, que ce soit au Mali, au Burkina Faso et dans d'autres pays, sert de relais pour ces actions de l'État. Comment Mastercard apporte ces solutions-là à la Poste et du coup favoriser également l'inclusion financière puisque les deux font de pair, ça sera comme en fait un appel aux clients à venir dans les bureaux de Oui, poste pour des guichets uniques. absolument. Donc, écoutez, d'abord, on a des success stories un peu à travers le monde, comme je l'ai dit, en Europe, au niveau de la région, au niveau de l'Afrique. Et je donnerai quelques exemples concrets en entrant un peu dans le détail. Mais pour répondre très directement à votre question, il faut savoir qu'aujourd'hui, Mastercard, avec
quelques partenaires a la possibilité d'accompagner une poste de bout en bout dans sa transformation, notamment au niveau des services financiers digitaux. Avec quel type de levier? D'abord, bien entendu, nous avons l'ensemble de l'infrastructure technologique nécessaire à cette transformation. Au-delà d'équiper avec des services financiers qui sont assez clairs, notamment avec tout ce qui est carte prépayée, carte de débit avec lesquelles on peut équiper les citoyens, nous avons également des gateways pour la partie e-commerce. Nous avons le plus grand gateway de la région qui peut driver et booster l'e-commerce au niveau des postes. Donc, les postes peuvent devenir des leaders en matière d'e-commerce. Nous avons un ensemble de solutions pour lutter contre la fraude et en interne qu'on appelle Mastercard Advisors. On a de vrais consultants spécialisés dans la digitalisation des services financiers qui peuvent se mobiliser et venir au niveau des postes pour les aider à mettre en place une stratégie. Donc, quand on parle de stratégie, c'est sur la partie segmentation déjà, quel type de population on veut adresser, les particuliers, les petites et moyennes entreprises, les services gouvernementaux de déboursement des retraites, des salaires, de collecte des taxes, des amendes, etc. Donc, segmenter tout ça, mettre en place une stratégie avec ce qu'on appelle à la clé un go-to-market pour aller finalement vraiment implémenter tout ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que on ne se contente pas de mettre en place une stratégie de donner une go-to-market, c'est qu'on a les assets technologiques nécessaires pour réussir cette transformation de bout en bout. Alors, permettez-moi peut-être de donner un exemple très concret pour que vous puissiez visualiser. On a une très belle success story dans la région avec la Poste tunisienne. Donc, la Poste tunisienne, on a une collaboration qui a démarré exactement en 2017, où en réalité, il y avait un réel besoin de faire de l'inclusion financière un axe majeur pour la Poste tunisienne, de réussir sa transformation complète et de finalement digitaliser tous les flux gouvernement à citoyen, donc tout ce qui est retraite, salaire, tout ce que le gouvernement débourse aux citoyens, et l'inverse, collecter un maximum de fonds de citoyens à gouvernement, que ce soit les taxes, etc., etc. Donc, nous avions signé un mémorandum d'entente ou un protocole d'accord en 2016. Et tout de suite après, nous avons équipé donc la Poste tunisienne de l'ensemble des capacités dont elle avait besoin, notamment une licence qu'on lui a accordée pour commencer à émettre des cartes. Et donc, nous avons adressé cette inclusion financière segment par segment. On a créé un programme qui s'appelle eDinar Smart pour l'ensemble des Tunisiens. On a créé un deuxième programme qui s'appelle eDinar Pro, donc pour l'ensemble des professionnels, des PME, des TPME. On a créé un programme eDinar Jeune, etc., etc. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue de créer des programmes. L'un des derniers que j'ai en tête est un programme dédié aux retraités tunisiens, par exemple, qui venaient retirer leur argent en cash. Aujourd'hui, ils ont une carte où le gouvernement débourse directement leur retraite sur cette carte et cette carte est reliée à une application digitale qui leur permet de payer directement leurs factures, leurs taxes et l'ensemble des choses, des redevances qu'ils doivent au gouvernement. Grâce à cette collaboration aujourd'hui, on a inclus financièrement plus de 4 millions de citoyens sur 10 millions. Donc, c'est un chiffre qui est stratosphérique et énorme, mais on est allé plus loin que ça. En fait, on est allé plus loin que ça dans la mesure où on a également équipé cette poste de ce qu'on appelle un gateway, donc Mastercard Payment Gateway Service, en 2019. Et aujourd'hui, cette poste, cet acteur postal qui est en train de devenir un leader du e-commerce dans le pays, qui a onboardé plus de 100 marchands internationaux. Je ne citerai peut-être pas tous les marchands, mais en tout cas, des marchands comme Jumia, comme Zara, etc., etc., sont aujourd'hui onboardés sur cette plateforme. Mais également,
il y a l'ensemble des flux gouvernementaux qui aujourd'hui sont en train d'être digitalisés. Donc, on a cette success story, on est en train de la répliquer avec de nombreux acteurs dans la région. Le travail a déjà démarré avec plusieurs autres postes. On est très fiers de ce travail, mais avant ça, on avait déjà fait ça en Europe avec la poste espagnole, avec la poste anglaise, avec la poste italienne. Donc, voilà concrètement comment aujourd'hui est-ce que Mastercard, en tant que partenaire technologique, peut, dans le cadre d'un partenariat public-privé, accompagner la Poste à sa transformation digitale réellement de bout en bout. Merci beaucoup, monsieur Akouachar, pour votre réponse. Donc, effectivement, ce type de partenariat peut faciliter, en tout cas, les services gouvernementaux et du coup, faciliter l'inclusion financière. Monsieur El Moussaoui, justement, par rapport à la conduite que vous avez fait sur la création de la Banque postale du Maroc, pour vous, quelles stratégies et partenariats sont nécessaires pour maximiser l'impact des services offerts par les postes africaines? Quelles stratégies concrètement nous pouvons faire pour que justement les postes africaines aient un réel impact sur l'inclusion financière et sur la population? Alors, la question, en fait, la réponse est un peu compliquée parce qu'il dépend de la situation de chaque pays et de chaque institution postale et son niveau, on va dire, d'évolution pour les services financiers. C'est-à-dire, c'est pas une règle qu'on va appliquer. Ce qui s'applique au Maroc ne s'applique pas forcément au Mali, au Burkina Faso. Il y a beaucoup de leçons sur lequel on peut capitaliser d'un pays à un autre, mais on ne peut pas appliquer les mêmes recettes. Alors, au Maroc, comme je disais tout à l'heure, on avait un niveau de développement des services financiers au sein de la poste qui est relativement intéressant. Donc, on l'a complété par de la transformation institutionnelle, c'est-à-dire que on a transformé les services financiers pour qu'ils deviennent une banque et on a également développé les compétences internes pour offrir les services financiers en propre, hein. Par contre, il y a certains aspects où on a développé des partenariats. Je prends l'exemple de la banque assurance. Bah, on ne peut pas l'offrir directement. On a développé un partenariat avec des compagnies d'assurance. Également, un type de partenariat qui peut accélérer le time to market sur certains services et notamment les crédits. Dans un premier temps au Maroc, lorsqu'on a lancé la banque, on s'est associé avec des acteurs du marché pour offrir les services de crédit. Ces acteurs externes jouaient le rôle de back-office pour la banque, c'est-à-dire que la banque offre ses propres produits, mais qui sont traités en back-office dans les usines de ces acteurs-là, que ce soit pour les crédits à la consommation ou les crédits hypothécaires. Ce type de partenariat permet d'accélérer la mise sur le marché de certains services qui nécessitent, on va dire, une expertise assez poussée et qu'il faut du temps pour que, on va dire, l'institution postale ou la banque postale, lorsqu'il se crée, il faut du temps pour développer cette expertise en interne, pour monter en compétence ces équipes. Donc, il faut recourir à ce type de partenariat, justement, pour avoir la capacité de lancer rapidement ces services sur le marché. Et en même temps, ça permet de développer l'expertise pour les équipes internes et par la suite, bien entendu, internaliser ces services-là et avoir une expertise en interne. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Nous sommes sur l'internalisation de l'activité crédit en interne et nous sommes en train de déployer même sur l'entreprise, l'offre sur l'entreprise totalement par les équipes internes parce qu'entre-temps, on a acquis l'expertise qu'il faut. Il y a bien sûr des partenariats avec soit des acteurs technologiques. Tout à l'heure, on a écouté Mastercard, par exemple. Il y a des acteurs technologiques avec qui on a développé des partenariats. Il y a également des partenariats avec les acteurs de transfert d'argent, par exemple. C'est un peu classique, c'est ce que font pas mal de postes également. Donc, il y a des partenariats qu'on est obligé, on va dire quelque part, pour offrir ces services-là, étendre les offres de services pour avoir, on va dire, une offre de service la plus
complète et la plus étendue possible. C'est tout à fait naturel de développer ces partenariats. Par contre, le choix au Maroc sur les services de base bancaire, c'est de les développer en interne. Alors, ça peut ne pas être la bonne démarche, par exemple, au Mali, parce que tout à l'heure, on a entendu le président, directeur général de la Poste du Mali, où il n'y avait pas carrément, parce qu'à un certain moment, on a supprimé les services financiers de la Poste, donc on est en train de recréer les services financiers. Donc, on ne peut pas rapidement monter en compétences, préparer les ressources humaines, la formation pour développer ça en interne. L'étape serait de s'appuyer sur des partenariats externes pour offrir ces services-là à travers leur réseau, mais ça peut être par étape, le temps de développer, on va dire, cette expertise, de développer, on va dire, les capacités en interne, et dans un deuxième temps, aller progressivement offrir ça à partir on va dire, en interne. Pourquoi c'est important d'avoir cette capacité en interne? Moi, j'ai, on va dire, à travers ma modeste expérience, parce que ça fait un bon moment que je participe au niveau de l'EPU, l'Union postale universelle, avec les différentes postes, j'ai vu un peu les expériences qui se sont développées à l'international, soit en Amérique latine, en Afrique, en Asie et en Europe. Il y avait beaucoup d'expériences pour les postes qui ont développé des offres de services financiers, mais exclusivement par des partenariats avec des acteurs bancaires externes. Pour les personnes qui sont avec nous, ils peuvent regarder l'expérience brésilienne, par exemple. Ce qui s'est passé, c'est que après un certain temps, le partenariat a été rompu et la Poste est devenue dans l'incapacité de continuer à offrir des services financiers. Ça, c'est un risque parmi ces risques-là. Deuxième élément important, les revenus générés par un partenariat n'ont rien à voir avec les revenus si on les offre en interne. Donc, tactiquement, moi, d'après mon expérience, ce que je recommande, c'est ce qu'on peut offrir en interne, on l'offre en interne. Ce que je ne peux pas l'offrir en interne rapidement, je peux m'appuyer sur des partenariats avec des acteurs externes et progressivement développer la capacité de sorte qu'à terme, que ce soit à court, à moyen et à long terme, d'internaliser ces services-là, parce que la finalité, c'est d'avoir la capacité d'offrir des services et de générer des revenus conséquents pour l'institution. Donc voilà un peu Merci. je pouvais dire. Merci, Monsieur El Moussaoui. Juste une petite parenthèse, chers participants et participantes, n'hésitez pas également à poser vos questions au niveau du chat. Le chat est ouvert, donc n'hésitez pas à y poser vos questions. Justement, Monsieur Aïdira, effectivement, comme le rappelait Monsieur El Moussaoui, les problématiques ne sont pas les mêmes en fonction des pays. Et pensez-vous en fait que les postes africaines, effectivement, tout à l'heure, vous nous avez parlé des partenariats éventuellement avec les gouvernements, mais pensez-vous pas, et par rapport également à votre expérience au Mali, pensez-vous pas également que les postes africaines doivent également favoriser des partenariats avec d'autres alternatives que des acteurs financiers, justement pour pouvoir promouvoir les services financiers de la Poste et favoriser l'inclusion financière? Oui, merci beaucoup, Madame Sylvie. Effectivement, je suis rassuré d'ailleurs dans la stratégie que nous prenons au niveau de la Poste du Mali, après justement l'intervention de M. El Moussaoui, parce que c'est exactement cette stratégie que nous avons intégrée. L'idée pour nous, c'est de de développer en interne ce on est capable de faire et d'avoir des partenariats sur ce justement qu'on n'est pas capable de faire en interne. Et pour nous, nous avons identifié 3 catégories en fait de partenaires possibles. La première, c'est effectivement les institutions financières qui sont capables d'offrir certains services que nous ne sommes pas capables aujourd'hui d'offrir aux citoyens, mais que nous pouvons justement servir de relais pour les offrir aux citoyens et donc même élargir la surface, en tout cas l'offre sur le territoire national. La deuxième catégorie de partenaires, c'est les opérateurs télécoms, parce que nous avons tous parlé effectivement d'applications mobiles, etc., etc. En fait, derrière ces applications mobiles, il faut qu'on ait quand même aussi un réseau
fiable, à moindre coût, capable justement de faciliter l'accès à nos applications. Cette fois-ci, c'est plutôt ces opérateurs qui vont nous permettre justement de donner la possibilité à nos concitoyens de pouvoir accéder à nos services. Et donc, le partenariat stratégique avec ces opérateurs-là est indispensable. D'ailleurs, je l'ai dit tantôt, pour pouvoir, par exemple, payer les services de l'État, les services fournis par l'État, ben, justement, nous devons aussi avoir ces partenariats avec ces opérateurs pour permettre le transfert de monnaie électronique entre nos portefeuilles électroniques. C'est ce qui est très, très difficile aujourd'hui, effectivement, avec ces opérateurs-là. Mais c'est la volonté politique qui nous amène à arriver à cela. Et donc, à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau de l'accès au réseau pour pouvoir accéder à Internet et accéder donc aux applications, mais même au-delà, parce que vous savez que tout le monde ne dispose pas forcément d'un smartphone. Donc, ces applis sont accessibles autrement, comme par USSD ou par SMS. Hein. Aujourd'hui, nous avons justement privilégié même le SMS pour l'accès à ces services-là. Et tout ceci passe par des opérateurs télécoms. Et donc, il ne faut pas que le coût d'Internet ou le coût des services télécoms soit un frein pour le citoyen. Parce qu'un citoyen, aujourd'hui, dans beaucoup de nos pays, surtout au niveau de la sous-région ouest africaine, vous avez très souvent nos compatriotes qui ont tendance à désactiver les données mobiles. Pas pour éviter que le téléphone se décharge, mais tout simplement pour conserver un peu leur data. Vous voyez? Donc, derrière, c'est parce que justement, l'Internet constitue un frein à l'accès à ces services-là. Et moi, l'un de mes combats, c'est justement, qui a toujours été le cas, c'est de baisser le coût d'Internet pour que ça soit plus justement un frein à l'accès aux services offerts à travers Internet. Parce qu'on a une multitude de services accessibles et qui permettent de créer de l'économie. Donc, derrière, il faut que, on a parlé tout à l'heure du e-commerce, nous sommes en train de travailler à nous positionner, parce que le e-commerce, c'est aussi la logistique, c'est surtout la logistique. Et donc, nous sommes en train de travailler à nous positionner justement sur ce marché-là, et tout cela passe par des opérateurs télécoms. Donc, ça, c'est la deuxième catégorie de partenaires que nous visons. Et la troisième catégorie de partenaires, c'est un peu les fintech. Parce que la Poste aujourd'hui n'a pas pour forcément vocation à travailler au développement d'applications. Et certes, peut-être ça va arriver, mais nous avons vu, par exemple, aujourd'hui, des structures comme Mastercard sont des structures très importantes dans la stratégie des postes, mais aussi d'autres partenaires dans la fintech qui peuvent nous permettre de disposer justement d'applications et nous permettant d'offrir des services. Donc, des applications mobiles dont on parle, etc. Donc, c'est vraiment ces catégories de partenaires que nous visons et naturellement le gouvernement qui doit tourner du service, qui doit fournir du service, qui doit permettre, qui doit faire de la Poste du Mali le guichet unique de paiement des services de l'État. Et donc, les partenariats sont indispensables dans ce métier-là, en tout cas pour les postes, en tout cas au niveau de la région. Et donc, pour nous, il est essentiel d'avoir ce type de partenariat pour pouvoir développer davantage les services dont on parle et même faciliter l'accès de nos concitoyens aux services financiers. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à votre question. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Aïdira. Monsieur Zombré, pour rebondir, effectivement, Monsieur Aïdira nous a parlé de partenariats technologiques et également d'autres partenariats pour tout ce qui est Internet et plaider auprès des gouvernements pour la baisse justement d'Internet. Mais pour favoriser l'inclusion financière, est-ce que vous ne pensez pas également que nous pouvons également inclure d'autres partenaires non financiers pour aller justement dans les contrées un peu plus reculées, comme les commerçants, pour pouvoir justement déployer ces services financiers de la Poste et comment voyez-vous la chose avec ce type de partenariat avec les commerçants ou d'autres personnes qui ont également des besoins de développement également de e-commerce ou autre. Comment on peut allier tout ceci et faire en sorte que la Poste soit un acteur stratégique au niveau financier de toute la population, quel que soit à l'endroit où elle se trouve? Monsieur Zombré. Absolument, madame, nous avons besoin de partenariats divers et vous venez de citer le partenariat avec des acteurs tels que les commerçants et des opérateurs privés et nous sommes dans cette dynamique déjà et actuellement nous sommes en train de développer un réseau de franchisés.
et qui va permettre à ce que des commerçants, boutiquiers et autres puissent lier un partenariat de franchise commerciale avec la Poste. Ils vont commercialiser nos produits, ils vont appliquer notre savoir-faire à l'endroit de la population. Mais nous sommes également en partenariat avec des opérateurs de mobile money et qui nous permet euh, d'offrir ces services-là à la population. Si vous partez dans les agences de la Poste, vous pouvez faire des transferts via le mobile money. Et ça nous a permis également de faire la liaison de nos comptes chèques postaux et comptes d'épargne avec le wallet, qui permet au titulaire du compte de consulter son solde, de faire des transferts de son compte à son wallet et puis faire des paiements et vice-versa. Et donc, ça permet à n'importe quel citoyen qui se trouve dans sa localité reculée et qui est loin des agences, de pouvoir continuer à bénéficier des services d'épargne de la Poste. Et donc, dans nos projets, nous envisageons, comme je le disais tantôt, de mettre en place notre propre plateforme de mobile money. Et également, il y a une plateforme de mise en relation qui est en cours d'élaboration. Et j'ai parlé tantôt de la Maison du citoyen qui est développée avec l'accompagnement de l'État et qui va permettre à la population de bénéficier de services numériques à partir des bureaux de poste, notamment pour pouvoir avoir accès à leurs actes administratifs. Et tous ces projets sont, en d'autres termes, des liens de partenariat avec des fournisseurs de technologies et qui vont accompagner la Poste dans le développement de ces projets. Et donc, nous avons besoin, madame, de partenariat et nous devons développer nos réseaux avec le moyen et avec des acteurs qui ne sont pas de notre réseau postal et qui vont prester pour le compte et au profit de la Poste. Merci. Merci, monsieur Zombré. Une autre question, et je vais la poser à monsieur El Moussaoui. Pour vous, là, à l'heure actuelle, effectivement, par rapport à la vision que vous avez au niveau du Maroc, quel défi vous pensez que les postes africaines doivent-elles surmonter? Parce qu'il en reste encore certains défis qui ne sont pas des moindres, surmonter pour vraiment devenir vraiment cet acteur incontournable. Effectivement, il y a la mobile money qui est bien présente, en tout cas dans certains pays. Il y a les banques également traditionnelles. Voilà. Quel défi majeur vraiment et les défis majeurs que la poste africaine, que les postes africaines devront vraiment surmonter ces prochaines années pour vraiment être l'acteur incontournable que nous voyons partout pour les finances de la population. Alors, je pense que d'abord, il y a plusieurs défis pour les postes africaines. Le premier défi, à mon sens, il n'est pas uniquement pour les postes africains. Peut-être il est plus accentué pour les postes africains, mais c'est un défi à l'échelle mondiale. C'est le fait que aujourd'hui, le business model des postes connaît un changement majeur. Aujourd'hui, le courrier est pratiquement, on va dire, dans une baisse très, très importante. Il est dans une, on va dire, tendance pour disparaître. Et donc, le modèle de la Poste doit être repensé. Et je pense que plusieurs postes à l'échelle mondiale ont fait des transformations majeures. Donc, ça, c'est le défi, on va dire, de base pour la Poste. Deuxième volet, pour justement, quels sont les défis pour qu'il devienne un acteur d'inclusion financière. D'abord, je pense que c'est important, et c'est le rôle des postes, qu'ils fassent en sorte que les pouvoirs publics prennent conscience de l'importance de l'inclusion financière. C'est le cas. Aujourd'hui,
au niveau des différents pays, l'inclusion financière est devenue une question importante parce que cette question-là est portée par des institutions internationales, la Banque mondiale et les Nations unies, comme j'ai dit. Donc, les pays sont conscients de l'importance. Deuxième volet, c'est qu'ils doivent faire en sorte que les pouvoirs publics euh, on va dire, prennent conscience que la Poste peut jouer un rôle très important dans l'inclusion financière. Et à partir de là, il faut l'appuyer. Donc, à partir de là, donc les pouvoirs publics peuvent appuyer les programmes de transformation de la Poste pour qu'ils deviennent un acteur d'inclusion financière. Alors, ça, c'est, c'est l'aspect institutionnel et le plaidoyer auprès des pouvoirs publics. En interne, au niveau de la Poste, il faut absolument qu'il y a la volonté au sein de la direction générale de la Poste de la nécessité de la transformation et de la nécessité de développer les services financiers et de devenir un acteur d'inclusion financière. Parce que s'il n'y a pas cette conviction, cette volonté, on ne va pas réussir. Et après, il y a la capacité, justement, des responsables de la Poste de mobiliser les équipes en interne dans une démarche d'un projet d'entreprise pour la transformation et le développement d'inclusion financière. Après, bien entendu, il faut les moyens financiers et il faut absolument avoir entouré par des personnes qui sont en mesure d'opérer cette transformation. Il y a plusieurs stratégies de transformation. Il y a pour les services financiers, on a des postes en Afrique qui ont laissé les services financiers de la Poste, ils ont créé une banque postale à côté. Je pense que, tenant compte un peu de notre expérience, ce n'est pas la bonne démarche. Un projet d'entreprise, il faut mobiliser tout le monde. Il faut que toutes les personnes au sein de la Poste croient à ces projets-là. Donc, il faut les mobiliser, il faut on va dire, les mettre, les embarquer avec vous pour qu'ils puissent, on va dire, travailler dans le sens de développement d'inclusion financière. Je pense que la démarche serait de développer, de transformer les services financiers. Alors, est-ce qu'on va aller vers la banque postale ou pas? Ça dépendra des contextes. Moi, je ne suis pas pour dire il faut que, par exemple, dans un pays africain, il faut aller créer une banque postale. Peut-être que la démarche serait d'aller progressivement, de développer les services financiers au sein de la Poste et progressivement, après, dans un deuxième temps, aller éventuellement vers la banque postale. Donc, c'est absolument, il faut un programme de transformation institutionnelle, opérationnelle, et je pense qu'on a une composante aujourd'hui, il faut profiter de la prise de conscience à tous les niveaux, et on a la technologie. Je pense qu'aujourd'hui, contrairement à quelques années avant, on peut s'appuyer sur le levier technologique et le digital, qui peut être un facilitateur important demain pour les services financiers, et notamment les services financiers postaux ou des banques postales, parce que la Poste a des ingrédients, a des atouts, elle a le réseau, elle a la confiance des citoyens, et c'est l'appui des pouvoirs publics. Après, c'est sa capacité en interne à se transformer et à offrir des services de qualité, accessibles, avec tous les programmes qu'on a de l'éducation financière. Et ça permettra même pour la Poste d'avoir un levier de pérennisation dans le temps. Voilà ce que je pouvais dire. Merci, Monsieur Moussaoui. Monsieur Aïdira, pour vous, donc quel défi vraiment les postes africaines, avec votre vision de l'Afrique de l'Ouest et du Mali, doivent-elles vraiment surmonter pour devenir des acteurs incontournables de l'inclusion financière? Donc, monsieur, effectivement, El Moussaoui nous a apporté des réponses avec les pouvoirs publics, également un interne pour entraîner les collaborateurs qui sont essentiels pour cette transformation. Effectivement, la technologie qui jouera un rôle, mais voilà. Est-ce que vous voyez d'autres défis? Et sinon, ces défis qui ont déjà été énumérés, comment faire? Votre micro, monsieur Aïdira. Votre micro, monsieur Aïdira, il est... Oui, effectivement.
que je disais qu'effectivement, au-delà des, enfin, les défis qui viennent d'être cités sont, à mon sens, des défis importants pour tout poste. Mais au-delà de ça, si je prends particulièrement le cas de l'Afrique de l'Ouest et particulièrement au niveau du Mali, c'est que pour moi, il y a un certain nombre de défis auxquels effectivement nous sommes confrontés. Peut-être que même la poste du Maroc a déjà en fait en quelque sorte dépassé ces défis-là. Le premier, c'est d'abord la volonté politique. Il faut amener les autorités justement à s'engager fortement dans ce sens. Parce que vous savez, la plupart aujourd'hui des produits postaux ne fonctionnent que fonctionnent en grande partie grâce à la volonté politique. Ça, c'est extrêmement important. Les échanges, par exemple, avec l'administration publique, si cela très souvent passe par la poste. La poste devient finalement le point d'accès aux services administratifs. Tout à l'heure, vous avez vu, le Burkina parlait de la maison d'historien. C'est à peu près similaire au projet, si j'ai bien compris, similaire au projet du guichet unique de l'administration à la poste au niveau du Mali, qu'il s'agit en fait de pouvoir permettre aux citoyens d'avoir un point d'accès unique à l'ensemble des services de l'administration. Et donc, la volonté politique importe beaucoup à ce niveau-là pour que justement cela soit une réalité, soit traduit en réalité. Ensuite, en interne, vous avez un certain nombre de défis. Vous avez forcément le défi technologique. Vous avez ensuite tout ce qui concerne le défi au niveau des ressources humaines, pour qu'on soit capable justement d'accompagner, en tout cas de former et d'avoir des ressources humaines capables de prendre en charge les nouveaux services, et notamment les services financiers. Si je prends le cas du Mali, depuis 20-30 ans, les services financiers sont partis. Dans les textes, on a pu les faire revenir. Et entre-temps, les compétences sont parties. Il faut être capable de remettre en place ces compétences-là. Mais au-delà de tout ça, il faut être capable de convertir certains collaborateurs aujourd'hui qui travaillent dans le traditionnel, il faut les amener vers le numérique, etc., etc. Donc, ce défi de challenger et d'être capable de former les ressources humaines internes et les amener à répondre à accompagner toute la stratégie, extrêmement important. Et puis, et derrière tout ça, il faut être capable aussi de mettre en place une bonne stratégie de transformation, elle est extrêmement importante. Il faut surtout pas se dire, je vais aller. C'est important de faire justement, de faire une idée de l'expérience des différents pays, mais il faut être capable de se mettre, d'avoir une stratégie adaptée à sa réalité, à la réalité locale, à la réalité du pays. Aujourd'hui, la réalité du Mali n'est pas la même chose que celle du Maroc ni du Burkina. Mais nous avons un certain défi qui sont communs, mais d'autres qui sont spécifiques à nos réalités. Et enfin, la réalité le défi de la communication. Parce que ça, c'est un aspect extrêmement important. Et d'ailleurs, que j'ai remarqué au niveau de la sous-région, que ce soit au Burkina, en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, je me suis amusé souvent à échanger un peu avec les citoyens dans la ville. Malgré toutes les transformations qui sont mises en place dans certaines de ces postes-là, en échangeant avec les citoyens dans la ville, ils n'ont pas forcément une bonne image des postes. Donc, cette image, la capacité de transformer l'image de la Poste dans nos pays est un défi majeur aussi pour donner confiance à nos concitoyens et les ramener vers la Poste. Voilà un peu les quelques défis que je pouvais citer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Aïdira. Monsieur Zombré, également, si vous souhaitez apporter d'autres éléments par rapport à cette question. Votre micro, Monsieur Zombré. Merci. Oui, merci madame. Et donc, je voudrais ajouter, si ce n'est aussi confirmer ce que mes prédécesseurs ont dit. En fait, le gros défi de nos postes, surtout en Afrique de l'Ouest, c'est de pouvoir convaincre nos États à nous accompagner. Et convaincre que la poste est un levier important de développement de nos pays. Et cela passe nécessairement par des projets bien structurants et qui convainc le partenaire et celui qui est en face et qui peut être l'État, et que la Poste a des solutions, que la Poste est un moyen qui contribue au développement économique. Et donc, au sein des postes, nous devons également nous affronter à un défi important qui est l'innovation continue.
il faut que les différents acteurs en interne puissent développer leur capacité d'innovation. Et ça, ça nécessite la formation, ça nécessite également la communication, tous les niveaux. Et il faut également que les postes aient la capacité de pouvoir investir dans leur réseau, par exemple. Et donc, le défi d'investissement est généralement le défi majeur que nous rencontrons est dans la mise en œuvre de nos projets. Et donc, c'est vrai qu'on a parlé de partenaires financiers et autres, mais ils sont combien à s'engager pour accompagner la Poste dans leurs projets? Et ce n'est pas toujours évident. Et d'où ce défi pour la Poste de convaincre ces partenaires-là de pouvoir l'accompagner. Donc, je voudrais me limiter là pour dire qu'il y a d'énormes défis qui se dressent devant la face des postes pour que ces postes se développent. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Aquachar, également, je vais vous demander d'apporter vraiment votre réponse à cette question, vous qui avez plutôt, vous qui êtes peut-être un externe, on va dire, des postes. Donc, pour vous, quels sont les principaux défis que les postes africaines devront également surmonter pour devenir des acteurs incontournables de l'inclusion financière sur le continent? Écoutez, il y a un double défi. Il y a d'abord, comme ça a été peut-être mentionné par Monsieur Moussaoui et les deux autres dirigeants des deux autres postes. D'abord, il y a le premier défi, c'est de compenser la baisse des volumes d'activité principale de la Poste. Le paysage concurrentiel a énormément changé. Il y a une vraie menace importante qui pèse sur le secteur postal, notamment à travers l'émergence, par exemple, de géants comme Amazon, Alibaba, etc., qui aujourd'hui ont des capacités logistiques sur le métier traditionnel de la poste, qui font qu'aujourd'hui, les postes se retrouvent avec des coûts jusqu'à 40% supérieurs aux coûts traditionnels des postes. Juste un petit chiffre. Aujourd'hui, les trois plus grands géants mondiaux en termes de livraison c'est ces trois géants que j'ai mentionnés, c'est Amazon, Alibaba et un autre, ça représente 40% des achats en ligne dans le monde. Et ça, c'est d'un point de vue concurrentiel. D'un point de vue consommateur, les consommateurs s'attendent aujourd'hui à des livraisons gratuites avec des délais extrêmement réduits. Donc, sur le métier traditionnel de la poste, clairement, la poste est forcée à changer de business model, de se diversifier, d'aller chercher des relais de croissance et de revenus ailleurs. Les challenges qu'on voit en interne pour réaliser cette transformation, aller offrir des services financiers, driver l'inclusion financière, etc. Écoutez, ça va beaucoup parler à mes collègues. Ce qu'on relève dans nos discussions avec les postes, c'est des ressources limitées au niveau des ressources humaines, des ressources qualifiées en matière de digital. C'est des ressources techniques. Toute l'infrastructure IT, l'infrastructure digitale, souvent, c'est un challenge. Et évidemment, sur la dernière partie, c'est les ressources financières, parce que la Poste aujourd'hui a de nombreux projets et il s'agit de prioriser. Donc, ressources humaines, ressources technologiques, ressources financières. De notre point de vue, sur ces trois blocs, on a à chaque fois, dans le cadre de nos partenariats, d'essayer d'apporter des réponses. Sur les ressources financières, par exemple, Mastercard, à travers des partenariats qu'on a noués avec la Banque mondiale, avec la Banque africaine de développement, on a essayé avec UPU, qui est l'Union des postes internationales, on a essayé de driver des partenariats stratégiques pour apporter ces ressources financières. Sur la partie technique, comme je l'ai mentionné, on a la capacité de mobiliser des assets qu'on va appeler clés en main pour réduire le travail que doivent faire les postes de ce point de vue-là et ça, d'oser s'appuyer sur Mastercard. Et au niveau des ressources humaines qualifiées, on a la capacité de déployer, par exemple, notre équipe Mastercard Advisors au niveau même des postes pour driver un certain nombre de projets clés et stratégiques pour la Poste.
D'accord, très très bien. Merci beaucoup. Donc effectivement, ces principaux défis, donc effectivement, ça va être financier, comme vous l'avez rappelé, les ressources et également tout ce qui est formation. Donc merci pour tous ces échanges. Nous arrivons là à la fin de nos échanges et là, nous allons passer aux questions de la part de nos participants qui nous ont posé des questions avant de clôturer ces échanges. Donc la première question, effectivement, qui est plutôt intéressante. C'est sur justement la façon comment justement se positionnent les services financiers des postes vis-à-vis des banques traditionnelles, donc y compris avec leurs services digitaux et les opérateurs qui, eux, se revendiquent aussi, hein, les opérateurs mobiles, qui, eux, se revendiquent comme les acteurs majeurs de l'inclusion financière. Donc, comment, et je vais demander à Monsieur El Moussaoui de répondre à cette question, d'après vous, comment se positionnent stratégiquement les services financiers des postes par rapport à ces opérateurs mobiles pardon, qui, eux, se revendiquent comme des acteurs majeurs de l'inclusion financière. Et je demanderai également à Monsieur Zombré d'apporter également une réponse également à cette question. Alors, comment se positionne la Poste? Je pense que là-dessus, encore, ça dépend des réglementations de chaque pays. Les opérateurs mobiles, par exemple, si on prend le Maroc, on a un cadre réglementaire qui spécifie les conditions et qui sont les acteurs qui peuvent, on va dire, offrir des services de paiement, pas des services financiers, des services de paiement à la population en dehors des banques et de la poste. Donc, la loi bancaire est très claire là-dessus. On a les banques. On a un cadre spécifique pour la poste qui est les services financiers. Bon, maintenant, c'est plus le cas parce qu'on est une banque postale, mais dans d'autres pays, il y a un cadre spécifique pour les postes et il y a le cadre bancaire. Et il y a dans la loi bancaire ce qu'on appelle les établissements de paiement. Les établissements de paiement, c'est une catégorie à part qui permet d'offrir des services de paiement. C'est l'équivalent en Afrique des les comptes mobiles, hein. Et donc, il faut avoir le statut d'un établissement de paiement pour offrir les services de paiement. Donc, la Poste, elle a l'avantage d'avoir un périmètre plus large que les opérateurs, les établissements de paiement ou les opérateurs mobiles, parce qu'ils n'offrent que les services mobiles, les services de paiement. La Poste peut ouvrir les services d'épargne, enfin l'épargne, peut faire des partenariats sur les crédits, il peut faire de l'assurance, la banque assurance, et il peut faire un compte normal, un compte. Donc, le périmètre n'est pas le même. Après, ils peuvent s'associer, hein, dans des marchés en Afrique, par exemple. On peut avoir des partenariats entre une poste et un opérateur mobile de paiement. Et ça peut avoir du sens, c'est-à-dire que si on s'associe à travers, on met en commun le réseau plus ces opérateurs-là, généralement, c'est des opérateurs agiles technologiques. On peut mettre en commun nos capacités entre la Poste et ces opérateurs mobiles pour offrir, pénétrer le marché, offrir aux citoyens, on va dire, compléter les services et offrir des services complémentaires aux citoyens. Donc, la Poste, ça dépend du niveau de maturité de ses services financiers, mais il a un rôle à jouer en dehors. Et c'est complémentaire aux banques, et c'est complémentaire aux opérateurs mobiles, parce que à travers son positionnement historique, son rôle en tant qu'établissement public, son rôle en tant qu'offre des services postaux universels, il se positionne sur des segments, sur des catégories, et donc, il est tout à fait complémentaire à tous ces acteurs-là. Il a un rôle à jouer et il continuera à jouer un rôle important. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Zombré, vous souhaitez rajouter Ok, madame, je dirais que dans un premier temps, la Poste peut se positionner comme un partenaire des opérateurs de paiement mobile en offrant dans leurs agences, leurs bureaux de poste des services de transfert d'argent.
mais dans la mesure où la Poste puisse se retrouver être dans la possibilité d'offrir également des paiements mobiles via sa propre plateforme, la Poste peut évoluer pour devenir un concurrent net de ces opérateurs-là. Je prends l'exemple du Burkina Faso. Et actuellement, dans les agences de la Poste, on peut avoir accès aux prestations de transfert d'argent via le mobile et des opérateurs de la place. Mais maintenant, comme nous avons créé la banque postale, et dans notre réglementation, et à travers cette banque, nous pouvons développer maintenant un service de transfert sur mobile et en nous adossant à notre banque. Et donc, nous avons créé un projet qui vise à la création, à la mise en place d'une plateforme de paiement mobile propre à la Poste. Donc, et à terme, nous serons également concurrents de ces opérateurs de paiement mobile. Donc, voilà ce que je pouvais dire, être partenaire et aussi se développer pour offrir des produits similaires. Merci. Merci beaucoup, monsieur Zombré. Alors là, je vais me tourner vers monsieur Aïdira, puisqu'effectivement, il y a une question sur le chat. En tant que spécialiste également du IT. Il y a une question qui est plutôt intéressante et donc c'est de la part de M. Zakaria qui nous demande est-ce que le digital, justement le digital avec l'IA, comment peut-elle participer justement et apporter la liaison entre ces deux mondes en étant un service de proximité et d'innovation, tout en reliant en fait le monde rural, les petites bourgades, comment justement l'IA peut participer à ça pour réduire cette fracture justement numérique et faire en sorte que les postes deviennent vraiment un participant de l'inclusion financière. Si j'ai bien répondu, si j'ai bien résumé la question. Oui, j'ai bien compris. Merci beaucoup, madame. Effectivement, aujourd'hui, ça a été dit tout au long de ce débat, c'est que le numérique, en fait, doit être le levier essentiel pour justement permettre l'accès aux services financiers de nos concitoyens. D'ailleurs, aujourd'hui, ce qu'on appelle les e-agences et plein d'autres choses, grâce à la blockchain et l'IA, justement, nous sommes capables d'aller beaucoup plus loin avec ce type de solutions. On est capable aujourd'hui d'avoir des assistants qui peuvent accompagner jusqu'à un certain niveau nos concitoyens. Vous voyez, aujourd'hui, quand on prend le cas du spécifique du Mali et peut-être même de la sous-région ouest africaine, nous avons un monde rural assez dense. Et le Mali, c'est un pays qui fait 1 240 000 km², une superficie assez large, avec plus de 2 tiers de sa superficie, du territoire qui est composé de désert. Et donc, vous avez en fait une population qui est éparpillée un peu partout. Et donc, aujourd'hui, grâce justement au numérique et avec aujourd'hui la blockchain et l'IA, nous sommes capables de mettre en place des solutions pour accompagner nos concitoyens qui se situent dans ces zones-là. Par exemple, tout ce qui concerne l'agriculture, la PAS peut accompagner les agriculteurs aujourd'hui dans un schéma de microcrédit ou autre adapté à leur situation pour justement valoriser davantage ce secteur-là et accompagner l'État à en faire, parce que c'est un secteur clé quand même pour l'État, et donc capable de tirer le meilleur de ces secteurs-là. Et donc aujourd'hui, dans toute la stratégie que nous développons, nous avons au cœur, en tout cas au niveau du Mali, parce que moi c'est un réflexe, moi, le numérique, nous avons au cœur justement de nos politiques la mise en œuvre du numérique. Mais à deux niveaux, je l'ai expliqué tout à l'heure. D'abord pour accélérer nos activités existantes. Et si je prends l'activité traditionnelle, au-delà de la baisse des courriers, nous avons certaines contre-performances qui sont liées, par exemple, à tout ce qui est tri. Aujourd'hui, les tris sont encore manuels dans nos pays. D'ailleurs, la semaine dernière, j'étais avec le DG du Burkina à un forum justement un certain nombre sur ces questions-là. Et donc, et de plus en plus, les technologies sont intégrées pour
au-delà de la mécanisation des tris dans nos bureaux de poste, en tout cas dans nos centres de tri, c'est carrément l'intelligence artificielle qui se met en place pour pouvoir, de plus en plus, ça a été dit tout à l'heure, répondre aux exigences de nos clients, à savoir la réduction du délai de livraison, mais aussi la réduction du coût du service. Et donc, aujourd'hui, ces différentes technologies sont une aubaine pour nos pays et pour nous particulièrement, parce que l'avantage du numérique, c'est que nous ne sommes pas obligés de passer par les mêmes chemins que les autres pays. C'est que nous pouvons faire le saut directement. C'est ça l'avantage du numérique pour accéder aux nouvelles technologies. Et donc, ces technologies sont essentielles au développement de nos stratégies, enfin, au développement de nos institutions pour pouvoir, en tout cas, que ce soit dans le domaine du courrier, mais aussi à l'accès aux services financiers. Parce que même les postes classiquement qui ont, par exemple, au Mali, la loi nous exige d'être présents dans tous les villages de plus de 1000 habitants, vous vous en doutez que difficilement nous pouvons nous permettre aujourd'hui de construire des bureaux de poste dans tous les villages. Aujourd'hui au Mali, ça va nous coûter extrêmement cher et la rentabilité ne sera pas là. Et donc derrière, ce qu'on appelle les points relais, des partenaires stratégiques, des franchises justement qui sont positionnés dans le cadre de notre transformation, nous pouvons utiliser, c'est grâce justement au numérique que nous pouvons les amener à vendre la plupart de ces services-là. Donc le numérique est indispensable et surtout stratégique dans le développement de notre plan de développement de façon générale. Merci. D'accord, merci beaucoup. Juste avant que vous fermiez votre micro, Monsieur Aïdira, je voudrais savoir justement comment emmener et d'ailleurs Monsieur El Moussaoui tout à l'heure nous en a parlé hein, sur le fait d'embarquer les employés, les collaborateurs. Comment faire justement pour embarquer ces collaborateurs dans tout ce qui est numérique? Puisque sans une formation adéquate, cela peut être compliqué effectivement de transmettre cela à la population et de faire en sorte que l'inclusion financière puisse se faire par ces moyens-là. Oui, en fait, ça c'est une question extrêmement importante et pertinente d'ailleurs. D'ailleurs, ça fait partie des défis auxquels personnellement j'ai été confronté quand je suis arrivé au niveau de l'entreprise parce que faut savoir que au niveau de la Poste, ma mission dès que je suis arrivé a été de travailler à la relance de cette institution qui est un outil de souveraineté quelque part pour un pays. Et donc, vous savez, la Poste c'est un métier avant tout. Et donc c'est un métier et c'est un métier dont les travailleurs sont très jaloux. Et donc pour amener justement, dès lors qu'on a une perspective de sortir le portier de ce monde qu'il connaît classiquement, ben, on a beaucoup de difficultés. Et donc, le premier schéma a été de travailler d'abord sur la stratégie de relance, ensuite de mettre en place des présentations et de procéder justement au niveau de toutes les couches à une présentation de cette stratégie et tout le temps. Donc, à chaque fois que je travaille au niveau du CODIR, j'insiste, le CODIR qui est le comité de direction, j'insiste les directeurs à pousser, à travailler au niveau de leur direction, à faire comprendre la vision de l'entreprise, la vision, la stratégie et tout ce qui va avec. C'est-à-dire il faut un travail de fond et qui s'est fait sur plusieurs mois et voire des années pour amener les gens à comprendre, en fait, les travailleurs à comprendre que nous ne pouvons plus rester dans le monde classique postal et qu'il faut évoluer pour aller vers le numérique et développer davantage de services. Et d'ailleurs, vous aurez toujours, comme on dit, à tout changement, vous aurez toujours des forces qui vont vouloir résister, qui vont se dire, qui vont pas y croire. Mais il faut travailler justement depuis la base. Nous avons travaillé avec des organisations internes à l'entreprise, comme les associations féminines, comme les associations des retraités, mais aussi les syndicats et tous les partenaires sociaux pour qu'ils puissent justement s'approprier notre vision. Ça, c'est le plus important. C'est-à-dire, quelle que soit la stratégie que vous mettez en place, si les travailleurs ne s'approprient pas la vision, vous n'irez pas très loin. Et donc, il faut déjà commencer par cela et leur faire comprendre que c'est indispensable et indéniable. Ensuite, la stratégie doit l'intégrer formellement tout ce qui est numérique et qui intègre naturellement tout ce qui est, je l'ai dit tantôt, l'un des défis majeurs, c'est la formation et la conversion des travailleurs, parce qu'il faut amener certains à intégrer l'outil. Moi, par exemple, chez moi,
à chaque fois qu'on faisait une note de service sortait, il fallait faire je ne sais pas combien de copies pour l'envoyer à tous les services. Vous savez que les postes ont beaucoup de services, c'est des institutions assez grandes, donc ça faisait beaucoup de papiers, beaucoup de documents. Personnellement, je suis pas très document. Et donc, j'avais travaillé, insisté. D'abord, nous avons adopté des textes en interne pour obliger justement à aller vers un peu, à minimiser ces genres de choses, c'est-à-dire qu'arriver à pousser tout le monde à travailler avec les mails, etc., qui semblent anodins. Mais il faut amener les gens à travailler avec les mails professionnels et les pousser à justement à recevoir ces décisions-là dans leur boîte plutôt que de les avoir physiquement. Au début, il y a certains qui étaient un peu récalcitrants, un peu réticents, qui se disaient un peu souvent qui disaient qu'ils n'avaient pas vu certaines décisions, donc ils les appliquaient pas parce qu'ils ne les avaient pas reçues, etc. Donc on avait tendance à les rappeler à l'ordre, à les faire comprendre qu'ils avaient reçu la décision dans leur boîte et que c'est devenu une obligation parce qu'il y a des textes qui ont été adoptés pour ça, etc., etc., etc. Donc il faut vraiment travailler à amener les gens à accepter le numérique. Et ensuite, parce que malheureusement, la poste, c'est carrément un monde à part. Dès que c'est carrément un monde à part, les gens ont une matière et un métier, ils ont une manière d'appliquer ce métier-là. Et donc, très souvent, ils ont du mal à sortir de ce métier-là. Donc, il faut commencer par développer une bonne vision. Ensuite, partager cette vision au maximum jusqu'au planton. Donc, pousser chaque directeur technique à travailler avec ses chefs de service pour justement les amener à s'approprier la vision. Pousser les chefs de service à travailler avec leurs agents pour que ces agents aussi puissent au moins s'approprier la partie de la vision qui les concerne et leur faire comprendre que le numérique, c'est indispensable pour qu'on puisse relancer tous nos métiers et qui est utilisé à deux niveaux, encore une fois. Le premier, c'est pour accélérer les activités existantes, que j'ai parlé du tri tout à l'heure, mais aussi les activités de transport, etc. En fait, tout ce qui est la RH, etc., tout ce qui est métier existant classique, c'est d'utiliser le numérique pour booster ces activités-là et ensuite utiliser le numérique pour créer de nouvelles activités comme le e-commerce et d'autres activités qui n'existaient pas avant le numérique. Voilà un peu ce que je pouvais dire. Vision, partage de la vision et pousser les uns et les autres à s'approprier cette vision-là. Donc, c'est vraiment pour moi le meilleur schéma pour mobiliser les équipes, les pousser à travailler là-dessus. Moi-même, au niveau directionnel, j'avais des directeurs qui étaient sceptiques, même s'ils appliquaient la stratégie, ils étaient sceptiques. Mais au fur et à mesure, ils se sont appropriés la stratégie, ils ont vu que ça fonctionnait, nous avons déployé des choses et à chaque fois, je les rappelais qu'on restait toujours sur la même vision et je rappelais toujours la vision. Voilà pourquoi, voilà, voilà, voilà. Et donc, au fur et à mesure, les gens se sont dit que bien, finalement, ça peut bien marcher. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci. Merci, Monsieur Aïdira. Je vais interpeller Monsieur El Moussaoui, puisqu'effectivement, nous avons une question je ne sais pas si vous pouvez y répondre en 5-6 minutes, il nous demande comment la transformation bancaire s'est opérée au niveau du Maroc. Est-ce que il y a eu un reversement, puisque je pense que, si j'ai bien compris, il y a eu un choix vraiment de séparation entre la Poste et ses services financiers avec la création d'Aibaric Bank. Donc, comment techniquement cela s'est fait et comment vous avez procédé? Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, mais ce sera vraiment un partage d'expérience. Et peut-être que ceux qui veulent en savoir plus, il faudra venir le 3, 4 et 5 décembre, je pense, au Burkina Faso pour avoir aussi un peu plus d'informations. Donc, il va essayer d'y répondre en peu de temps et j'espère qu'en tout cas, vous aurez votre réponse. Alors, effectivement, c'est une question qui nécessite un peu plus de temps pour, on va dire, décrire un peu le processus de transformation. Mais je vais essayer de synthétiser tout ça. Alors, la création de la Banque postale au Maroc, c'était, comme j'ai dit au départ, il avait comme deux objectifs. Le premier objectif, c'était d'ordre national, c'était le développement de la bancarisation. Et c'était, euh, on va dire, c'est un sujet qui est porté par les pouvoirs publics. D'abord, donc, ils étaient favorables pour, on va dire, enfin, ils étaient conscients de l'importance du développement de la bancarisation. À l'époque, on avait effectivement identifié la Poste comme étant un acteur qui peut jouer un rôle dans l'accélération de la bancarisation, tenant compte du fait qu'il avait déjà un niveau des services financiers important et il a un réseau, ainsi de suite. Donc, les pouvoirs publics étaient conscients on va dire, enfin, conscients, les responsables au sein de la Poste à l'époque
ont fait leur travail pour, on va dire, les convaincre de cela. Deuxième élément, deuxième raison, c'est le fait que, avec la baisse du courrier, on se posait la question sur le devenir de la Poste et la pérennisation des services, de l'activité de la Poste. Et donc, il y avait une réflexion sur la transformation du modèle économique de la Poste. Et à l'époque, on avait identifié les services financiers comme étant un levier de diversification et de pérennisation à côté des colis, hein, l'activité colis. Alors, pourquoi on a créé la banque postale? Comme j'ai dit, la bancarisation, les institutions internationales n'intégraient pas dans le niveau de bancarisation au niveau du pays les services financiers, les comptes postaux. Et donc, deuxième, ça c'est, on va dire, au niveau de la bancarisation à l'échelle mondiale, comme étant un indicateur qui mesure un peu les performances des pays. Deuxième élément, au niveau de la Poste, nous, on avait quand même un niveau des services financiers assez évolué. On avait les comptes, on avait la banque assurance, on avait la monétique, les moyens de paiement au sein de la Poste. Mais, comme j'ai dit tout à fait au départ, nous n'avions pas les crédits et donc il y avait la déperdition des clients. Et si, sur le plan réglementaire, à chaque fois qu'on veut lancer un nouveau service, il faut aller demander des autorisations spécifiques. Et on s'est dit, pour aller rapidement et avoir un cadre qui nous permet de développer nos offres sans pour autant à chaque fois revenir vers le régulateur et vers les pouvoirs publics, il faut demander un agrément bancaire qui nous permet d'avoir ce cadre-là et la liberté d'opérer à l'intérieur de ce cadre-là, bien sûr avec les exigences derrière, parce qu'il y a des exigences, des prérequis, ainsi de suite. Et c'est comme ça que, on va dire, l'idée de créer une banque postale. Après, comment la créer? Je pense que tout à l'heure, on a évoqué pas mal on va dire, d'éléments de prérequis importants. D'abord, la vision, la stratégie. M. Haïdara a beaucoup insisté sur ça et je partage ce qu'il a dit et sa vision, c'est ce qui a été fait. Donc, une vision claire qui a été, on va dire, adoptée par au niveau de la direction générale de la Poste avec les pouvoirs publics partagés et qui doit être portée par ces dirigeants-là et l'expliquer aux différents, on va dire, acteurs au sein de la Poste, les partenaires sociaux, le personnel, ainsi de suite. Mais attention, il y a la capacité de conduire ce changement-là. Et là, ce qui a été fait à l'époque, c'est que on a pu ramener certaines compétences de l'extérieur, qui ont la compétence bancaire, qui ont la compétence technique, technologique, également beaucoup de recrutement sur des chefs de projet, sur des informaticiens, sur un certain nombre de profils qui ont permis de constituer une équipe dédiée pour la transformation et la création de la banque et avec quand même important un élément fondamental, c'est le fait d'avoir l'intégration de ces équipes-là avec l'équipe interne, de travailler ensemble et d'avoir la capacité à la fois d'expliquer là où on y va et comment on y va et quels sont on va dire, les éléments, les ingrédients pour y arriver. Et ce n'est pas quelque chose de simple, c'est des projets relativement complexes. C'est beaucoup de travail derrière, mais si on arrive à réussir, ça paye à la fin. Et c'est ça, je pense que c'est ça un peu, je pense que l'objectif des différentes institutions postales pour y arriver à la fin et créer quelque chose qui permettra de pérenniser la Poste, de créer des revenus et également, peut-être tout à l'heure, un élément peut-être souligné important dans la conduite de changement et faire adhérer le personnel embarqué, c'est de leur expliquer que si on réussit, ils vont bénéficier de cela. Je pense pour le personnel au sein de la Poste et au niveau de la Banque postale marocaine, le fait qu'on a créé la Poste, ça a bénéficié au personnel également, à tous les niveaux, sur la rémunération, sur les avantages, sur un certain nombre. Et c'est un élément de motivation très, très important qu'il ne faut pas oublier.
D'accord. Merci beaucoup, Monsieur El Moussaoui, pour ce partage d'expérience. Donc, effectivement, si nous comprenons bien par rapport à tous ces échanges, effectivement, l'inclusion financière ne peut pas se faire sans le gouvernement, ne peut pas se faire sans les collaborateurs, ne peut pas se faire également sans la participation de toutes les personnes engagées également au niveau sociétal, hein. On peut parler des commerçants, on peut parler également des associations. Donc, en fait, c'est tous ces éléments-là qui nous permettront de faire en sorte que la Poste africaine devient vraiment un vrai acteur de l'inclusion financière. Donc, il nous reste à peu près 5 minutes. Donc, je vais vous laisser également donner à chacun d'entre vous le mot de la fin, hein, puisque nous arrivons maintenant à la fin de nos échanges. Donc, il nous reste 5 minutes. Et donc, je vous laisse le soin, à chacun d'entre vous de donner votre mot de la fin par rapport à ces échanges et par rapport à l'inclusion financière et ce que les postes africaines peuvent apporter aux citoyens. Donc, je vais laisser le soin à Monsieur Benzombré de commencer. Ok, merci madame. Je dirais tout simplement que la force est un puissant levier pour développer l'inclusion financière dans nos pays. Et il faut s'appuyer sur la poste et à tous les postes également d'offrir les services qui permettront à leur État et de développer l'inclusion financière des personnes marginalisées. Merci à One Africa pour cette opportunité d'échange. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Zombré. Je vais laisser la suite à Monsieur également Aquachar. Écoutez, merci beaucoup. Ça a été un réel plaisir d'aborder ce sujet réellement stratégique pour nous. On a une mission d'inclusion financière à travers le monde et dans la région. Et au plaisir de vous retrouver rapidement dans le cadre de d'autres forums. Et bien sûr, pour mes chers partenaires potentiels futurs, on serait ravis de continuer ce travail avec vous sur ce sujet important rapidement. Merci pour l'invitation. Merci, Monsieur Aquachar, pour votre présence. Je vais également demander à Monsieur Aïdira de prendre la suite. Oui, je commence par remercier One Africa pour cette opportunité qui nous a permis d'échanger nos expériences, mais surtout aussi d'en apprendre davantage. Et moi, je dirais tout simplement qu'il faut qu'on se rappelle que les postes sont aussi des services sociaux de base, comme l'eau et l'électricité. Et j'ai tendance à le rappeler, la poste, c'est ce qui permet à un citoyen d'exister en tant que citoyen tout simplement dans son pays. D'abord, en tant que citoyen, on a besoin d'abord de documents administratifs. Et donc, la poste, elle est le premier contact du citoyen pour accéder justement à ces documents administratifs. Mais au-delà de ça, la poste a ce rôle de service public. Et donc, c'est un outil puissant aux mains des gouvernants pour pouvoir inclure davantage les citoyens, à la fois au niveau social, au niveau financier, mais aussi au niveau numérique. Encore une fois, j'espère qu'on aura d'autres occasions pour en discuter davantage et au plaisir de vous retrouver au Burkina. Merci beaucoup Merci et beaucoup, merci à ceux qui nous ont suivis. Merci, Monsieur Aïdira. Monsieur El Moussaoui? Alors, ce que je peux dire, c'est que je pense que l'inclusion financière, à la fois, c'est une opportunité pour les postes, mais également, c'est quelque part une obligation pour sa transformation, pour qu'il puisse, on va dire, pérenniser ses activités et continuer ses missions qui sont importantes. La Poste est une institution importante dans les pays. Mais cette transformation-là repose en grande partie, enfin, en partie sur la volonté politique, mais également sur le courage et la volonté des dirigeants de la Poste en premier. S'ils ont une bonne vision, s'ils ont la volonté et l'engagement, je pense qu'ils peuvent réussir dans l'intérêt de ces institutions et dans l'intérêt des pays. Je terminerai par dire que, tout cas, le Maroc et Al-Barid Bank est disposé à partager son expérience avec les postes africaines. Et voilà, et nous sommes à leur disposition. C'est le besoin d'apprendre un peu plus sur l'expérience marocaine dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Et enfin, je remercie One Africa pour cette invitation
Et moi aussi, je vous donne rendez-vous le 3, 4 et 5 décembre à Ouagadougou. On se retrouvera là-bas pour continuer les discussions. Et merci. Merci beaucoup. Merci également aux participants et aux participantes, hein. Merci d'avoir participé à cette webconférence. Je voulais également remercier tous les panélistes qui étaient présents avec moi. C'était vraiment un honneur pour moi de partager, on va dire, ce plateau virtuel. Et je remercie également One Africa Forum, hein, de m'avoir fait confiance pour la modération de cette webconférence. Je vous souhaite une bonne continuité de journée à tous et à toutes. Et donc, on se dit effectivement rendez-vous le 3, 4 et 5 décembre 2024 au Burkina Faso, à Ouagadougou, pour la poursuite de ces échanges. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci, Au revoir. Au revoir. à bientôt. À bientôt.